je m'appelle Anne Margalin. Bienvenue dans la saison 3 de Sweet Papy Podcast. J'ai le grand honneur de recevoir aujourd'hui dans cet épisode Colette Roumanoff. Colette est née en 1941, metteuse en scène et auteure de nombreux textes pour sa fille, l'humoriste Anne Roumanoff. Elle est aussi la veuve de Daniel, décédé d'Alzheimer en 2006. En 2009, elle crée avec sa fille Valérie Alzheimer Autrement pour dénoncer les tests médicaux et une société qui stigmatise les malades au lieu de les encourager. Avec beaucoup de simplicité et de tendresse, Colette Roumanoff a consigné dans plusieurs recueils des histoires extraordinaires, criantes de vérité, des histoires telles qu'elles sont vécues par les malades pour mieux les entendre, pour décoder ensemble et apprivoiser la maladie. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant. La vocation de Sweet Papy Podcast est de vous aider à garder ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Avec nos invités, nous vous parlons de toutes les ressources positives, les solutions alternatives et les approches humanistes actuelles. Et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. Alors je vous remercie de passer quelques minutes avec moi pour écouter les conseils d'une experte aidante et rejoindre ainsi une grande communauté bienveillante en cliquant dans le descriptif de l'épisode juste en dessous. Bonne écoute! Il y a un ouvrage, moi, que j'ai particulièrement aimé, qui s'appelle « L'homme qui tartinait une éponge », où elle tire de tous ses témoignages des leçons salvatrices et des recommandations pleines de bon sens. Alors, à contre-courant du discours médical, si vous lisez un jour ce livre, vous verrez qu'il est empreint d'humanité et qu'il pose un nouveau regard sur Alzheimer, et qu'il m'a particulièrement inspirée. Il reste ma Bible aujourd'hui. Avec un talent pédagogique remarquable, elle est aujourd'hui aussi une ressource précieuse pour les aidants et les soignants confrontés à la maladie. Je vous laisse écouter notre interview. Colette, bonjour, merci de me recevoir chez vous. Merci d'être venue jusqu'à chez moi. Je suis venue pour apprendre de vous, mais avant j'aimerais que vous me parliez de votre univers qui est si bienveillant et de ce que vous apportez à votre expérience d'Alzheimer. Je fais pas attention à la bienveillance. Pour moi, c'est quelque chose d'assez naturel. Donc, ça m'est des fois difficile un peu d'expliquer, mais je peux y arriver, voilà. En tout cas, ce qui me paraît évident, et c'est pourquoi j'ai écrit un livre consacré à la bienveillance, c'est qu'on peut pas faire semblant d'être bienveillant. On peut pas se dire, je vais être bienveillant, allez, je me pousse, je me force. Non. La bienveillance, c'est naturel, ça vient spontanément, et ça vient spontanément quand on est de bonne humeur et quand on arrive à avoir une relation sympathique avec les gens dont on s'occupe. Voilà. Alors, comment faire pour avoir une relation sympathique avec des gens dont vous expliquent, oh là là, qui sont pénibles, qui sont fatigants, qui reposent toujours les mêmes questions, enfin... Alors, toutes sortes de sottises qui finalement vous empêchent d'être bienveillant. Donc, il y a un discours dans notre société qui est très ambivalent et très toxique, qui vous dit, vous devez être bienveillant, et on vous explique que les gens qui sont malades, ils sont pas intéressants, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela, qu'ils se rappellent rien, qu'ils vont pas ils vont pas être sympas avec vous, ils vont même vous agresser, hein. Et donc, on vous fait peur. Donc, à partir où vous avez peur, n'importe quoi, vous pouvez pas être bienveillant. Donc, il faut savoir que pour être bienveillant, c'est quelque chose qui vient tout seul à condition qu'on soit de bonne humeur, qu'on soit content de sa vie, qu'on soit content de ce qu'on fait, qu'on soit content d'être en rapport avec telle ou telle personne. Si on n'est pas content, si on se force, si on s'oblige, si on se maltraite soi-même, on ne peut pas être bienveillant. Je relis votre livre régulièrement et il y a des phrases que j'ai soulignées, que j'ai stabilotées. Et il y en a une en particulier. Les patients sont la source du savoir, ils ont beaucoup à nous apprendre. Voilà. En fait, il faut savoir que dans la vie, d'abord, c'est un mouvement permanent. Les gens, souvent, ont une impression que la vie, c'est comme un couloir. Alors, il y a une porte à droite, à gauche, on avance, enfin. Non, c'est un mouvement permanent. Et si on se met en dehors du mouvement, c'est-à-dire si on dit, oui, moi, je suis comme ci, je suis comme ça, l'autre, il est comme ci, il est comme ça. Si on essaie de fermer toutes les portes par où arrive le changement,
on se retrouve finalement très malheureux. Voilà, il y a pas de voilà. Donc si on veut être heureux, si on veut que le mouvement de la vie se déroule, eh bien il faut ouvrir toutes les portes, toutes les fenêtres, il faut être en contact avec les gens, il faut les prendre comme ils sont. Parce que nous-mêmes, on est comme on est. Est-ce qu'on a choisi d'être comme ça? Oui, non, en fait, pas du tout. On est le résultat d'un nombre incalculable de choses. D'abord, il y a des gens qui vous disent, ça dépend si vous êtes sous une bonne étoile ou pas, si vous avez ceci. Peu importe, on est le résultat d'un nombre incalculable de choses et on est nous-mêmes un nombre incalculable de choses. Donc, il faut bien comprendre, bien sentir que chaque être humain est un univers à lui tout seul. C'est un univers. Et donc, on peut apprendre tous les jours des choses extrêmement intéressantes sur soi et sur les autres. Moi, j'adore faire ces ateliers théâtre, parce que j'apprends à chaque fois des choses nouvelles. Et je suis chaque fois émerveillée. Les gens, ils font des choses. Je me dis, oh, ben ça alors, comme ci et comme ça. Et j'apprends à chaque fois des choses. Et c'est ça qui est intéressant. C'est tous les jours d'apprendre quelque chose. Et donc, les gens qui sont malades et dont on s'occupe, c'est eux qui savent. S'ils savent quelque chose, comment ils se sentent. Ils ne sont pas capables de dire pourquoi ils se sentent, ni comment, ni qu'est-ce qu'il faut faire pour eux. Mais c'est eux qui savent. Donc on voit bien, on s'approche, on essaye quelque chose, ça marche, ça se voit tout de suite. Ça ne marche pas, ça se voit tout de suite. Donc quand ça ne marche pas, marche arrière. On commence autre chose. Et puis en fait, c'est comme dans n'importe quel métier. Moi, je suis metteur en scène. Il faut essayer des dizaines et des dizaines de choses pour qu'il y en ait une ou deux qui marchent. Mais dans n'importe quel métier, c'est comme ça. Donc pourquoi dans la relation, ça devrait être tout de suite, ah ben je te dis, fais comme si tu vas le faire. Ça, c'est du rêve. Hein. Voilà. Si on reprend les ateliers pour lesquels je suis venue la semaine dernière et cette semaine, vous en faites plusieurs par an ? J'en fais plusieurs et mon but cette année, ça serait de former des gens qui puissent refaire ces ateliers. Ça, c'est mon but. Donc, je l'ai fait en Suisse déjà, parce qu'en Suisse, je suis allée plusieurs fois. Et donc, j'ai formé une dizaine de personnes qui peuvent refaire les ateliers. Donc, je vais arriver à faire ça à Paris, il n'y a pas de raison, ça va être pas plus difficile. Voilà. Si on décrit ce qu'on fait lors de l'atelier, ça nous permet quoi en tant que proches aidants? Parce qu'on a de tout, on a des proches aidants, on a des professionnels, on a des gens qui viennent comme moi d'un univers complètement extérieur, mais qui veulent apprendre justement de votre démarche ou de la démarche en général qu'il faut avoir avec les patients ou même avec les humains, parce que je trouve, moi j'ai mis en place certaines de vos doctrines, entre guillemets, avec mon sweet papy et ma sweet mamie. Mais oui, parce que c'est l'important. Si vous voulez, on apprend beaucoup de techniques dans la société dans laquelle on vit. On vous apprend la technique de ci, la technique de ça, on fait des calculs, des stratégies, mais on vous apprend pas la relation humaine. On vous l'apprend jamais. Voilà. Alors donc, il faut se débrouiller sur le tas. Et quand on a affaire à quelqu'un qui est malade, on voit bien que tout devient beaucoup plus compliqué qu'avec une personne, entre guillemets, qui n'est pas malade. Ce qui n'est pas forcément vrai, en fait, dans tous les cas. Mais bon, alors on apprend de la personne, d'abord, qu'est-ce qu'elle a besoin. Elle a besoin d'être respectée. Elle a besoin d'être acceptée dans ce qu'elle est. Mais nous, on a besoin de la même chose. Donc, finalement, on n'est pas malade. Enfin, pour l'instant, bon, on a besoin d'être respecté, d'être accepté. Et bien, toute personne humaine a besoin d'être respectée et acceptée. Donc, de ne pas être jugée. Donc, c'est des choses que je fais sentir quand je fais faire des impros. Vous voyez, si vous méprisez votre malade ou si vous trouvez qu'il est bête ou qu'il ne comprend rien, vous arrivez avec, soit vous êtes triste, soit vous êtes déprimé, soit vous le jugez de travers, soit donc... Toutes ces choses vont être une barrière entre vous et la personne. Et quand vous avez beaucoup de barrières, le contact est perdu. Et à partir du moment où le contact est perdu, la bienveillance, c'est même pas la peine d'en parler. On est maltraitant naturellement, en fait, puisqu'on attaque la personne justement sur ce qu'elle est. On l'attaque souvent sur sa maladie. Vous voyez, donc quand on a affaire à des gens qui ont Alzheimer, les gens s'énervent et disent « Mais je te l'ai déjà dit 10 fois. » Ben oui, mais on peut le dire 50 fois. La personne, le fait de cette maladie, elle n'a pas la mémoire immédiate. Donc on peut lui dire 50 fois, elle ne va pas s'en rappeler. Donc il faut partir de là. Elle ne va pas se rappeler, elle part de là. On part de là. On ne dit pas « Tu devrais t'en rappeler ». Tu devrais t'en rappeler, ça veut dire « Tu ne devrais pas être malade ». C'est-à-dire on vit dans un rêve. Et après on dit « La réalité est décevante ». Ce n'est pas la réalité qui est décevante, c'est le rêve qui est décevant. La réalité, elle est toujours très très riche. Voilà, elle est toujours riche et intéressante. Et lors des ateliers, j'ai vu, moi, parce que j'en ai fait deux fois le premier, finalement, et je pensais que c'était plus facile, finalement, d'avoir une approche facile, en fait, une approche différente, en me disant, finalement, si tu le prends un peu mieux, si tu le prends avec gentillesse, etc. Et finalement, je me suis aperçue que
il fallait vraiment faire un effort pour y arriver à changer beaucoup d'efforts. Ouais. C'est pas un effort, c'est beaucoup d'efforts. C'est pour ça, moi, j'explique toujours, on fait des choses très subtiles. C'est pas des techniques. C'est pas des techniques. On fait des choses très subtiles. Ça oblige à changer sa position presque d'être humain face à un autre être humain. Et donc, c'est bénéfique pour toutes les relations après qu'on peut avoir avec les gens. C'est pas juste avec les relations avec les malades. Donc, voilà. C'est quelque chose de très particulier. Et donc, quelqu'un me disait hier, mais ce que vous faites, c'est pas du tout politiquement correct. Mais je suis d'accord. C'est pas du tout politiquement correct. Pas du tout. Ce que j'explique, moi, je vais au fond de la relation. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une relation? Comment on établit une relation? Comment on peut décoincer des relations coincées? Ça, c'est très important. Parce que souvent, les gens, ils se désespèrent. Ils se désespèrent parce que ça se passe mal. Et ça se passe mal parce qu'au départ, ils ont pris une mauvaise route. J'explique tout le temps. Vous prenez l'autoroute en sens inverse, vous n'aurez que des catastrophes. Donc, il faut vraiment faire très attention, être prudent, avancer doucement, pas vouloir faire trop, pas dépasser ses limites. Il faut toujours être en contact avec son propre ressenti. Parce qu'il y a cette histoire des neurones miroirs que tout le monde ignore. Mais les gens, ces neurones miroirs sont extrêmement vifs et chez tout le monde, les enfants et chez les malades. Ce sont même les malades qui ont des maladies neuro-évolutives dégénératives. Les neurones miroirs sont là, ils sont présents. Donc ça permet vraiment un contact véritablement profond. Mais il ne faut pas, d'entrée de jeu, mettre des barrières infranchissables. Voilà. Voilà, c'est ça qui est très important. C'est ça qui est très important et c'est vraiment un changement d'éducation chez nous quand on arrive de l'extérieur. D'autant plus qu'on a non seulement nos capacités, et en plus on est face à nos parents. Donc on a pris tellement d'habitude de leur parler d'une certaine manière, et que déjà on est un peu bousculé par le fait qu'ils ne nous répondent pas de la même manière quand ils sont malades, quand ils deviennent patients, même quand ils n'ont pas forcément de maladies neurodégénératives, même en général, quand la relation change et qu'on devient le parent de son parent. Et en plus, c'est une attitude d'humain qu'il faut changer. Donc j'apprends beaucoup, et je suis très étonnée de ne pas arriver forcément à ce que vous dites de faire, et j'ai dit mais c'est pas possible. Parce que ça demande une maturation. C'est pour ça que je fais déjà les ateliers à 1 semaine d'intervalle pour que les gens aient le temps d'essayer quelque chose et de voir ce qui marche, ce qui marche pas. Mais ça demande une grande maturation. Et moi, ce qui m'a convaincu de continuer ces ateliers, c'est qu'avec Audience, on fait un débriefing qui peut être 1 an plus tard. Et 1 an plus tard, je revois les mêmes personnes et c'est extraordinaire, leurs problèmes sont résolus. Mais moi, j'en reviens. Moi-même, je suis surprise de l'effet que ça a. Mais parce que c'est des gens qui, justement, ont compris que c'était en faire leur propre attitude qui créait les problèmes, qui les créait pas, mais qui faisait qu'il y en avait, compte tenu que les circonstances avaient changé, que l'histoire avait changé, que la relation avait changé. Donc, c'était plus en phase. Donc, comment se remettre en phase? Comment s'accorder sur une harmonie avec la personne? Et moi, j'ai eu des retours, mais tellement extraordinaires que je me dis, bon, il faut absolument que je continue, parce que c'est trop dommage c'est beau. Que ça reste confidentiel. Voilà. C'est bon. Et dans les résultats que vous avez pu avoir, quand on parle de résultats, j'aime pas trop le terme, mais les résultats, vous avez l'air de dire que vous étiez heureuse d'entendre après les personnes. Heureuse et étonnée, parce que je vous dis, des fois, il y a des gens qui me paraissent assez fermés, assez pris dans leur certitude, qui viennent à l'atelier un pied devant l'autre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et après, j'ai des retours qui sont vraiment extraordinaires. Je me rappelle très bien, par exemple, d'une dame, elle me disait, c'est le cauchemar de sa semaine que d'aller voir sa mère. Mais si c'est le cauchemar de votre semaine, s'il vous plaît, n'y allez pas. Parce que vous arrivez avec un cauchemar, vous allez lui flanquer sur la tête un cauchemar, quelque chose de terrible. Elle va se sentir mal de vous voir. D'ailleurs, elle dit qu'elle ne vous reconnaît pas, donc elle ne vous reconnaît pas. En fait, elle ne vous reconnaît pas. Elle ne reconnaît pas la fille qu'elle avait avant et qui était certainement très sympa avec elle, j'imagine. Mais celle-là, elle n'est pas sympa du tout. Donc n'y allez pas. Attendez d'avoir envie d'y aller. Ah, mais c'est pas possible, il faut que j'y aille toutes les semaines. Attendez, vous allez voir, attendez. Alors elle me dit qu'elle a attendu 3 semaines pour y aller. Et qu'à ce moment-là, quand elle y est allée et qu'elle a fait soi-disant ce que j'ai dit, elles ont rigolé ensemble pendant toute la visite. Et elle me dit vraiment, j'aurais jamais cru que c'était possible. Donc c'est possible, en fait, voilà. C'est une autre approche. Il faut essayer. Mais ça demande un effort sur soi. Elle a dû vraiment souffrir de ne pas y aller pendant 3 semaines. Bon, vous avez écrit différents livres, mais celui qui reste ma Bible, pour le moment, c'est L'homme qui tartinait une éponge, parce qu'il y a à la fois votre histoire, le suivi. Est-ce que vous pourriez en parler pour ceux qui ne l'auraient pas lu et qui ne vous connaissent pas? Alors, ce qu'il y a dans ce livre et qui plaît beaucoup aux gens, c'est que je raconte des histoires assez dramatiques. Beaucoup ne sont pas du tout mes histoires. Ce sont des histoires que j'ai trouvées dans les ateliers ou que j'ai rencontrées dans la vie. Bon, ce sont des histoires vraies. Et moi, j'explique
qu'est-ce qu'il aurait fallu faire après en Italie, que j'explique pour que ça se passe bien. Et souvent, c'est pas grand-chose. C'est un petit truc, mais qui demande un autre regard sur la question. Et souvent, on voit des gens qui sont impressionnés parce qu'ils ont entendu des médecins, ce qu'on leur a dit, ce qu'ils ont vu sur Internet, ce que les gens disent. Oh là là, mais c'est terrible, faut pas rester avec votre femme, vous allez voir, c'est affreux. Ou alors, oh là là, votre mari, mais il faut pas le garder. Enfin, il y a des tas de gens qui vous donnent de très bons conseils comme ça. Et du coup, les gens influençables, mais ils les suivent. Et puis après, ils s'en mordent les doigts en se disant « Mince, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai fait ça ? Comment je l'ai fait ?» Vous voyez ? Donc, il ne faut pas forcément suivre les bons conseils des amis. Les amis ne sont pas forcément des sources de bons conseils. Mais parfois, ce sont des ennemis dans certains cas. Oui. Et justement, moi, il y a à la fin, entre autres, parce que j'ai souligné plein de choses qui m'étaient important de renouveler face à mes sweet papy et mamie, c'était à la fin, vous mettez jeu de piste, enfin les règles du jeu qu'il faut avoir pour Alzheimer, mais à chaque fois, je pense que c'est nécessaire de l'avoir pour tout le monde. Oui. Alors, il y a différents niveaux et j'ai trouvé ça exceptionnel. Le niveau 1, ne pas attaquer le malade sur sa maladie, employer des formules positives. Proposer, ne pas imposer, faire disparaître ce qui gêne, rendre l'environnement lisible pour le malade. Ça veut dire quoi, par exemple, rendre l'environnement lisible pour le malade ? Ça dépend beaucoup parce que, par exemple, mettons, quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, mettons, ne va pas trouver les toilettes. Il ne va pas les reconnaître. Donc moi, j'ai mis une espèce de pancarte, vous avez vu là chez moi, qui est une pancarte qu'on trouve dans les WC publics. Et du coup, c'est reconnu beaucoup plus longtemps que si on écrit toilette ou WC à la main. Donc ça rend. C'est le pictogramme qui est plus. C'est le pictogramme qui est plus lisible. Donc on peut rendre. Alors moi j'avais utilisé une autre chose aussi à un moment donné, c'est le passage du temps. C'est une chose que les gens peuvent pas du tout, que les gens qui ont Alzheimer, en tout cas, ils savent pas du tout comment le temps passe. Donc moi, je devais m'absenter à un moment donné, et j'avais trouvé sur Internet un très grand sablier qui était grand comme ça, très haut, et je le retournais sur le bureau de mon mari, parce que mon mari, il adorait être à son bureau, et je disais, voilà, avant que ça soit fini, je suis revenue. Et ça a duré 1h30. Vous saviez que vous aviez 1h30 du coup. J'avais 1h30 tranquille, et il ne s'inquiétait pas. Jusqu'au jour où, au bout d'un an et demi, ou je sais pas quoi, je l'ai trouvé en bas de l'escalier. Et il m'a dit, je ne veux pas rester tout seul. Donc à partir du moment où il me le dit, je prends ça comme une réalité. Il ne veut pas rester tout seul, donc il faut que je me débrouille à ce qu'il ne soit pas tout seul. Et donc c'est une nouvelle étape. C'est une nouvelle étape. Il faut s'habituer. Faut que je me débrouille, mais voilà. Je ne vais pas... Puisqu'il m'explique qu'il ne peut pas rester tout seul, la preuve, je le trouve en bas, assis sur une marche d'escalier, c'est quand même assez... Je ne sais pas depuis combien de temps il était là, malgré que le sablier n'était pas terminé. Hein. Donc ça ne marchait plus. Donc à ce moment-là, je me suis dit, il ne faut pas qu'il reste tout seul, donc je me débrouille. Je me suis débrouillée autrement. Voilà. Après, on passe au niveau 2. Alors, quand on parle du niveau 1 au niveau 2, c'est en fonction de l'évolution de la maladie. Non, c'est en fonction d'être encore plus performant. Ah, c'est pas les étapes, donc. Non, c'est d'être plus performant. Encore plus performant. Donc, voilà. Dire oui, le malade a toujours raison, moduler sa voix et son approche, ça, j'adore ça. Surtout quand on parle de la voix, pour faire des podcasts, j'adore ça. Et lire sur les visages et sur les corps, ça, c'est particulièrement difficile. Non, c'est une habitude à prendre. Parce dans notre société, on ne fait jamais attention à ça. Jamais. Mais est-ce que c'est les visages et les corps de nous ou de notre proche ? Des autres. Mais moi, j'aime bien lire sur mon visage. Quand je me regarde dans la glace, je me dis, est-ce que j'ai une bonne tête ce matin ? Je me pose la question. Parce que l'exercice de la chaise qu'on fait en atelier, finalement, vous nous dites, vous arrivez en colère, vous arrivez devant la chaise en colère, vous mettez une chaise devant vous, et puis vous vous arrêtez à la chaise, vous réfléchissez 5 minutes. Je dévoile vos secrets, là. Oui. Vous arrêtez 5 minutes. Il faut se détendre. Il faut se détendre, les pieds bien parallèles. Penser à des choses agréables. Voilà. Et après, ça veut dire que quand vous repartez avec le sourire. Et là, dans ce cas-là, c'est notre proche qui va lire sur notre corps et sur notre visage, puisqu'on a changé d'attitude. Absolument. Et là, les gens qui sont malades ou qui sont en difficulté lisent de façon extraordinaire, mais les gens loin, ils vont voir tout de suite si la personne arrive avec une attitude bienveillante, même si elle est loin, ils vont le voir tout immédiatement. Ouais. C'est impressionnant. Donc après, j'ai comprendre ce qui est dit à demi-mot. Alors là, c'est bien compliqué. Et ça, c'est pareil, mais il faut apprendre à décoder. Il faut apprendre à décoder. On peut le faire si on connaît bien la personne. Ouais. Entendre ce qui n'est pas dit, donc voilà. Niveau 3, j'aime beaucoup. Savoir s'écouter et écouter son intuition. Et parfois, l'intuition, elle est difficile à écouter. Elle est complexe par l'état de ce qu'il y a après, donc l'état de stress. C'est très complexe, l'intuition, et des fois, on peut se tromper aussi avec son intuition. Toujours, il faut être prudent. J'essaye ça. Je pense que c'est une bonne idée, mais est-ce que c'est une bonne idée ? Je regarde.
je vois que l'enthousiasme de l'autre côté n'a pas l'air là, donc on va faire autre chose. Pas plus loin, ouais. Désamorcer l'agitation, décoder le sens des questions répétitives. Ça, c'est toujours pour ne pas mettre en échec notre proche, hein, on est bien d'accord. Voir la personne oublier la maladie, ça, c'est super important. C'est surtout voir la personne, quoi qu'il arrive. Accueillir les expressions d'affection, j'allais dire d'affectation, non, d'affection, ouais. Et faire rire le malade. Alors ça, c'est moi, ça j'adore ça. Ouais. Parce que je le fais souvent avec Sweet Papy, dès que je vais le voir, il est pas Alzheimer, mais il est un peu en période de sénilité par moment, hein, pas tout le temps. Et je le vois pas. Il y a des fois où je vais pas le voir, donc je le vois juste dans une tablette une fois par semaine. Et j'en profite pour le regarder, pour sourire, pour tirer la langue. Et il me répond, il me tire la langue aussi. Et c'est comme ça qu'on échange. Oui, c'est un jeu, ça fait une complicité. Et je vois bien, quand il arrive au tout début, il a le front un peu serré, il n'est pas, qu'est-ce qui se passe, le souci, qu'est-ce qui se passe, l'inquiétude. Et puis je le regarde, puis j'ai fait des petits clins d'œil et tout. Et là, on sent effectivement cette différence-là. Et donc, c'est vraiment quelque chose pour moi, d'hyper positif d'ailleurs. Parce que quand il me répond par un sourire, c'est extraordinaire. Ou qu'il me dit quelque chose en rigolant, c'est incroyable. Et puis, il y a des gens qui font des déclarations extraordinaires. Quelqu'un me racontait, elle allait voir son beau-père. Il lui dit, quand je te vois, je suis au paradis. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Moi, la dernière fois que j'ai vu Sweet Papy en chair et en os, il m'a regardé et il m'a dit « Mais qu'est-ce que je suis heureux de te voir, ma fille ?» Voilà. Et après, il m'a dit « Je pense à toi tous les jours. » Voilà. Et là, je me suis dit, je pensais pas, parce que pour moi, il est dans son monde, il est dans un autre monde. Non, alors ça, c'est pas vrai. Ça, c'est des trucs que les gens racontent. Ils sont pas. C'est une façon de dire, il est dans leur monde, donc ne pas s'en occuper. De toute façon, on comprend rien. C'est une manière de rejeter les gens. Pas du tout. Ils sont dans notre monde à nous. Pas du tout. Alors ça, c'est vraiment... Ça fait partie des barrières artificielles qu'on met entre les malades et les autres. Ils sont dans leur monde. De toute façon, ils vous comprennent pas. De toute façon, ils vous voient pas. De toute façon, ils vous reconnaissent pas. C'est absolument faux. C'est faux. C'est juste faux. Il n'y a qu'à le vérifier. On peut le vérifier toujours que c'est faux. Ils vous voient. Ils savent très bien comment vous êtes. Ils vous sentent même. Mieux que vous sentez vous-même. Le podcast que j'ai aujourd'hui, Sweet Papy Podcast, c'est orchestrer le quotidien de nos aînés. À travers ce que vous avez écrit, ça me rapproche tellement de ce que vous dites, parce que justement, il y a tellement d'étapes dans la perte d'autonomie et dans l'arrivée dans la maladie ou autre chose, cette différence qu'il peut y avoir. Et je vais piocher beaucoup dans votre livre aussi pour me dire que ce quotidien, il peut être exemplaire quelque part. Et sympathique et agréable et fluide. Et voilà. fluide, surtout, et différent on s'accroche pas. Voilà. On s'accroche pas. Parce que c'est ça l'histoire, c'est de pas s'accrocher toutes les 5 minutes. Parce que là, ça devient, là, c'est un vrai cauchemar. Là, c'est un vrai cauchemar. Voilà, c'est un vrai cauchemar. Par exemple, moi, j'ai un Sweet Papy, mais j'ai pas une Sweet Mamie. Elle est pas très cool. Et du coup, maintenant, j'essaye justement d'avoir une approche différente avec elle. Voilà. Et là, je sens qu'elle est... respecter sa façon d'être et l'accepter. Ça fait vraiment une différence colossale. Et reconnaître les gens, vous voyez, pour ceux qui sont... Parce que moi, souvent, on me disait, est-ce qu'il vous reconnaît ? Est-ce qu'il vous reconnaît ? Il ne va pas vous reconnaître, tu ne le reconnais pas. Tant que moi, je le reconnais, il me reconnaît. C'est moi qui fait qu'il va me reconnaître. Parce que moi, je le reconnais. Donc, il me reconnaît. Mais si moi, je ne le reconnais pas, je dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, il y en a pour la maladie d'Alzheimer où leurs parents ne reconnaissent plus, où ils sont à un stade où il n'y a plus de... Ça n'arrive jamais, ça. C'est ce qu'on dit. C'est pas vrai, c'est ce qu'on dit. Voilà. Mais justement, c'est pas vrai. C'est ce qu'on dit, mais c'est pas vrai. Ça arrive à partir du moment où l'entourage ne reconnaît plus le malade. Alors, c'est pas le malade qui va dire... Vous me reconnaissez pas parce que vous pensez que j'ai la maladie d'Alzheimer, mais moi je vous reconnais. Il peut pas dire ça, c'est impossible. Il a plus les neurones pour faire ce discours. Il n'empêche que c'est vrai. Il va reconnaître. Et moi, par exemple, dans mes enfants, j'en avais une qui était très affectée par la maladie de son père, donc elle était toujours dans un état d'agitation. Donc, quand il la voyait arriver, il avait vraiment envie de la pousser. Et donc il lui dit, on se connaît, nous. Vous voyez, il vient de dire, est-ce qu'on se connaît vraiment ? Mais vraiment. Pousse-toi, quoi, parce que c'est désagréable pour lui. Bien sûr. Très désagréable pour lui, parce qu'il se sent attaqué. Même s'il n'y a pas de mots. Il se sent attaqué. Quand la personne arrive dans un état comme ça, agité, en le regardant, paniqué, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai ? Ça va pas du tout, quoi. Mais oui, on parlait du miroir. Des neurones miroirs, voilà, c'est ça. Des neurones miroirs, tout à fait. Ouais. Bon, merci beaucoup, Colette. Je vais juste ajouter que vous avez fait
Vous avez écrit plusieurs livres, oui. Pas que celui. Et il y a aussi une pièce de théâtre qui s'appelle La Confusion, qui existe en DVD, donc tout le monde peut la voir. D'accord. Bon, donc je vais remettre tout ça, tous les liens sur l'épisode. Oui. Et j'ai hâte de faire la deuxième partie de l'atelier. C'est juste tout à l'heure. Juste tout à l'heure. Mais après, il ne faut pas attendre que juste en sortant tout soit changé. Ça demande pour chacun de trouver par où ça passe, comment on se transforme, comment on se détend en fait face à ce changement. Parce que c'est ça en fait. Il y a un changement, des changements. Si on se ferme au changement, en fait on passe à côté de sa vie. Après on dit ma vie est finie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? J'ai pas vécu. Voilà. Merci beaucoup. Et je mettrai tous les liens pour vous joindre, bien évidemment, parce qu'il y a, je le sais, malheureusement, beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas et qui ne connaissent pas votre littérature et toute votre approche. Donc, j'ai hâte de transmettre tous les éléments à travers Sweet Papi Podcast. Merci beaucoup, Anne. Merci. Dans une société qui a tendance à dramatiser les maladies cognitives, Colette Roumanoff nous rappelle que la bienveillance ne va pas de soi. Elle nous montre que cette maladie redoutée peut devenir une véritable école de bienveillance, une école où l'élève est invité à désapprendre les préjugés, les jugements définitifs, les comparaisons inutiles, pour finalement accueillir les autres avec un esprit ouvert et inventif. Nous espérons que cette conversation avec Colette vous a touché autant que nous, et nous vous encourageons à poursuivre la réflexion sur la bienveillance au quotidien. N'oubliez pas de consulter son livre « L'homme qui tartinait une éponge » ou « Alzheimer, une école de bienveillance » pour des conseils pratiques et des histoires inspirantes. En tout cas, merci de nous avoir rejoints dans cette aventure de découverte et d'inspiration dans la Sweet Papi Philosophie, et surtout restez à l'écoute pour d'autres épisodes de Sweet Papi Podcast où nous continuerons à explorer la beauté et la profondeur de la vie humaine, même si parfois c'est compliqué. En attendant, n'oubliez pas, la bienveillance peut être notre guide et dire oui à la vie est un trésor que nous pouvons tous partager. À bientôt!